En observant le monde qui l'entoure, l'être humain ne perçoit peut-être pas l'intégralité de sa présence. Cette idée, bien qu'initialement troublante, mérite une profonde réflexion. Les théories physiques modernes suggèrent que notre univers fonctionne en 11 dimensions. Cependant, la perception humaine est limitée à seulement 4 d'entre elles. Si la réalité possède 11 niveaux et que l'individu n'en parcourt que 4, la question de la complétude de son existence se pose. Imaginons un être dessiné sur une feuille de papier. Il ne perçoit que la longueur et la largeur, ignorant l'air qui l'entoure, une 3e dimension qui façonne pourtant toute sa réalité. Il est fort probable que l'homme soit lui-même un tel personnage, intégré dans un espace multidimensionnel au-delà de sa perception directe. La théorie M, développée par Edouard Wittan, n'est pas le fruit de spéculations mystiques ou philosophiques. Son émergence est née d'une stricte nécessité mathématique. Les équations décrivant les interactions fondamentales de l'univers exigeaient 11 dimensions pour fonctionner de manière cohérente et non contradictoire. Il en découle que certaines composantes de l'être humain, y compris des aspects de sa conscience et de son identité, pourraient potentiellement s'étendre dans des sphères inaccessibles à la perception biologique ordinaire. Il est remarquable que les anciennes doctrines mystiques et les avancées de la physique théorique parviennent à des conclusions étonnamment similaires. La conscience dépasse nos limites habituelles. Il convient d'examiner ces coïncidences non par foi ou scepticisme, mais en tant que chercheur curieux d'explorer les véritables possibilités scientifiques concernant la nature profonde de l'existence humaine. En 1995, Edouard Wittan a présenté aux plus grands esprits de la physique mondiale un concept considéré comme l'une des avancées les plus révolutionnaires de la physique théorique moderne. Il a solennellement annoncé que les 5 versions concurrentes de la théorie des cordes existantes à l'époque n'étaient, en substance, qu'une seule théorie vue sous différentes perspectives. Cependant, le point crucial était le suivant. Pour que cette unification grandiose soit mathématiquement valide, la réalité ne pouvait se limiter aux 4 dimensions habituelles de la perception humaine. Elle nécessitait 11 dimensions. Cette affirmation n'était pas le fruit de spéculations débridées. C'était la théorie M, un fondement mathématique si élégant et nécessaire qu'il découlait directement des équations, dictant l'existence de dimensions supplémentaires, qu'elles soient ou non accessibles à notre perception directe. Et ce que la théorie M révèle sur la nature de l'existence humaine est véritablement stupéfiant. Il est temps de réfléchir à cela. L'homme n'est pas simplement dans un espace vide, entouré d'objets tangibles. Selon les postulats de la théorie M, il est intégré dans une membrane tridimensionnelle que les physiciens appellent une brane. Cette brane, à son tour, dérive dans un vaste espace multidimensionnel, nommé le bulk. On peut à nouveau imaginer un personnage dessiné sur une feuille de papier. Il peut se déplacer en avant, en arrière, à gauche et à droite sur cette surface, mais est incapable de quitter les limites de la page. C'est, en substance, la situation de l'être humain, à l'exception que cette page est une feuille tridimensionnelle flottant dans une réalité à 11 dimensions. Mais où se cachent précisément ces dimensions supplémentaires, restant invisibles à nos yeux? La clé de cette question réside dans le phénomène connu sous le nom de compactification. Ce concept est l'une des idées les plus étonnantes et vertigineuses de la physique moderne. Pour mieux le comprendre, imaginons un tuyau d'arrosage vu de loin. De cette perspective, il apparaît comme une ligne unidimensionnelle. Cependant, en s'approchant, l'observateur découvre que le tuyau possède une largeur et une profondeur, étroitement enroulées autour de cette ligne. Ces dimensions ont toujours été présentes, mais elles étaient si compactement enroulées qu'elles restaient invisibles de loin. Un principe similaire s'applique à l'espace lui-même. En chaque point autour de l'homme, dans l'air qu'il respire, dans son corps, dans l'écran qu'il regarde aussi, dimensions spatiales supplémentaires sont enroulées et tordues en des structures si incroyablement minuscules que même les atomes semblent des systèmes solaires géants en comparaison. Ces dimensions cachées ne sont pas vides. Elles sont remplies de cordes vibrantes. La nature des oscillations de ces cordes dans ces espaces compactifiés détermine toutes les propriétés des particules et des forces que l'homme rencontre dans son monde tridimensionnel habituel. C'est ici que le récit prend un tournant véritablement captivant. La brane, cette membrane tridimensionnelle que les humains perçoivent comme leur réalité, n'existe pas de manière isolée. La théorie M émet l'hypothèse que d'innombrables autres branes se déplacent librement dans ce bulk multidimensionnel, disposé comme des pages dans un livre infini. Certaines de ces branes pourraient potentiellement contenir des univers entiers, dotés de leur propre physique unique, de matière spécifique et même de leur propre forme de vie. Il est remarquable qu'elles puissent se trouver littéralement à quelques microns de l'homme, séparées uniquement par des directions que ses sens sont incapables de détecter. On peut imaginer une situation où une personne se tient dans une pièce, consciente qu'à quelques fractions de pouces d'elle, dans une direction qui n'existe pas pour elle, des civilisations entières pourraient prospérer sur leurs propres membranes. Elle ne peut les atteindre, les voir ou interagir avec elles, étant limitée à sa brane,
tel un personnage dessiné sur papier. Néanmoins, ces civilisations existent aussi réellement que l'homme lui-même, vivant leur vie dans des réalités parallèles, séparées par de minces intervalles multidimensionnels. Ces brânes ne sont pas non plus des formations statiques. Elles peuvent bouger, entrer en collision et créer des ondulations dans le bulk qui se manifestent dans notre dimension sous forme d'ondes gravitationnelles. Certaines interprétations de la théorie M suggèrent que ce que nous appelons le Big Bang n'était pas le début absolu de toute chose. Au lieu de cela, cet événement aurait pu être le résultat de la collision de deux brânes dans l'espace multidimensionnel, générant une libération colossale de matière et d'énergie qui a ensuite formé notre univers observable. De telles idées soulèvent des questions profondes sur la nature de l'existence humaine. Lorsque nous avons discuté précédemment de la raison pour laquelle l'homme peut se sentir incomplet dans cette réalité, nous avons abordé des aspects que la théorie M rend mathématiquement évidents. Si la conscience émerge de schémas complexes de traitement de l'information dans le cerveau humain, et si ces schémas existent dans une réalité intrinsèquement à 11 dimensions, alors la question de savoir si la conscience touche d'une manière ou d'une autre ces dimensions cachées cesse d'être une supposition mystique. Elle devient une question scientifique tout à fait légitime. Réfléchissons à ceci. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque décision humaine est réalisée par des processus électrochimiques qui impliquent finalement les particules et forces fondamentales décrites par la théorie des cordes. Ces processus se déroulent dans une réalité où 6 dimensions supplémentaires sont étroitement imbriquées dans chaque point de l'espace. Les neurones humains s'activent par des interactions intrinsèquement à 11 dimensions. Et bien que l'expérience consciente de l'homme soit perçue comme tridimensionnelle, c'est là une conséquence profonde que la plupart des plateformes n'exploreront pas pleinement. L'intersection de la conscience et de la physique multidimensionnelle aborde des idées trop révolutionnaires pour le débat grand public. Ce qui rend cette situation encore plus extraordinaire, c'est que la théorie M n'est pas de la science-fiction. C'est des mathématiques rigoureuses. Lorsque les physiciens travaillent avec les équations décrivant les forces fondamentales de la nature, 11 dimensions ne sont pas une simple option, mais une exigence obligatoire. Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas avec moins de dimensions. La réalité exige cette structure, que le cerveau humain ait évolué pour la percevoir ou non. Cela conduit à une humble prise de conscience des limites de la perception humaine. L'homme ne perçoit pas la 11e dimension non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que ses sens ont évolué pour survivre dans une brane tridimensionnelle. Ses yeux détectent le rayonnement électromagnétique dans une gamme étroite de fréquences, car cela aidait ses ancêtres à trouver de la nourriture et à éviter les prédateurs. Son sens de l'espace s'est développé pour l'aider à s'orienter dans 3 dimensions, car c'est là que se jouait le jeu de l'évolution. Cependant, l'évolution est un phénomène local. Elle a optimisé l'homme pour réussir sur sa brane spécifique, dans sa tranche dimensionnelle particulière de la réalité. Elle n'a jamais eu besoin de lui donner accès à l'intégralité de l'existence, car le volume total de l'existence n'était pas nécessaire à sa survie et à sa reproduction. Cela mène à une pensée remarquable. Cette partie de l'homme qui se sent incomplète, qui sent qu'il y a plus à l'existence que ce qu'il peut directement expérimenter, n'est peut-être pas simplement une aspiration psychologique ou spirituelle. Ce pourrait être une vague conscience que sa conscience, émergeant de processus fondamentalement à 11 dimensions, est d'une certaine manière consciente de ses propres limites dimensionnelles. Les mathématiques de la théorie M nous confrontent à la possibilité que ce que l'homme appelle lui-même, ses pensées, sa conscience, son sentiment d'identité puisse être comme la pointe d'un iceberg, dont d'énormes parties s'étendent dans des dimensions qu'il ne peut percevoir, mais dont, d'une certaine manière, au plus profond de lui, il sait qu'elles existent. C'est cela qui changera complètement la perception que l'homme a de lui-même. Ce qu'il appelle lui-même, cette voix intérieure, sa personnalité, ses souvenirs pourraient n'être que la pointe d'un iceberg si vaste que la majeure partie de celui-ci existe entièrement au-delà de sa conscience. Carl Jung a consacré des décennies à l'étude de la psyché humaine, et ce qu'il a découvert s'est avéré véritablement révolutionnaire. Carl Jung, éminent explorateur de la psyché humaine, est parvenu à une compréhension révolutionnaire. Ce que nous percevons habituellement comme notre moi, notre ego, notre esprit conscient, ne représente en réalité qu'une petite partie de notre véritable essence. Il a désigné la totalité de notre être par le terme « soi » avec un S majuscule. Un concept radicalement différent des notions habituelles. Réfléchissons un instant à nos rêves. En rêve, l'homme apparaît souvent quelque peu différent, peut-être plus audacieux ou au contraire, plus effrayé, et parfois même une personne complètement autre. Jung a réalisé que ce n'étaient pas de simples impulsions neuronales aléatoires. C'étaient des aperçus d'autres aspects de soi, des parties qui existent mais ne s'intègrent pas à la personnalité éveillée. Certains de ces aspects, il les a appelés l'ombre, non pas comme quelque chose de maléfique, mais comme les parties de soi que la conscience a rejetées ou jamais reconnues. Jung est allé plus loin dans ses recherches. Il a suggéré que ce soi plus profond s'étend au-delà de la psychologie individuelle, se connectant à ce qu'il a appelé l'inconscient collectif,
un champ commun de signification et d'expérience qui relie toute la conscience humaine. Dans ses derniers travaux, Jung a même admis que le soi pouvait transcender le temps lui-même, reliant différents moments, identités et, selon ses études de la philosophie orientale, même différentes vies comme expression d'un modèle fondamental unique. Ce n'était pas une simple spéculation psychologique. Jung s'est appuyé sur des traditions anciennes qui, pendant des millénaires, ont cartographié la conscience. Dans la philosophie védantique, originaire de l'Inde ancienne, existe le concept d'Atman, souvent traduit par « soi véritable ». Cependant, l'Atman n'est pas l'âme individuelle ou la personnalité d'une personne. C'est une conscience infinie qui semble individuelle, mais est en réalité universelle, tel le soleil traversant de multiples fenêtres. Chaque fenêtre semble contenir sa propre lumière, mais c'est toujours le même soleil. Les sages védantiques l'ont décrit avec une métaphore frappante. Imaginez la conscience comme un océan illimité et la conscience individuelle comme des vagues à sa surface. Du point de vue de la vague, elle semble distincte, unique, avec son début et sa fin. Mais d'un point de vue plus profond, chaque vague est simplement l'océan s'exprimant sous une forme temporaire. La conscience individuelle de l'homme, selon cette vision, est l'infini s'expérimentant à travers lui. Les traditions gnostiques du christianisme primitif avaient leur propre manière de comprendre cette nature multidimensionnelle de la conscience. Elles enseignaient que l'âme se disperse à travers diverses dimensions et densités de la réalité, comme la lumière blanche traversant un prisme et se divisant en différentes couleurs. Chaque couleur, chaque dimension contient un fragment de l'être complet de l'homme. Cependant, la plupart de ces fragments restent invisibles à la conscience ordinaire. La théosophie, apparue au XIXe siècle, a tenté de cartographier systématiquement ces différentes couches. Ces adeptes décrivaient les humains comme possédant de multiples corps, physique, astral, mental, causal et divin, chacun existant sur différentes fréquences de la réalité. Selon ce modèle, le corps physique de l'homme n'est que l'expression la plus dense de la conscience, qui s'étend simultanément à travers de nombreuses dimensions. On pourrait penser que tout cela relève de la spéculation mystique, mais il convient d'examiner sa propre expérience. A-t-on déjà eu des rêves qui semblaient plus réels que la vie éveillée? Un moment où l'on semblait se souvenir de quelque chose qui n'était jamais arrivé dans cette vie? Une intuition sur quelqu'un qui s'est avérée exacte, sans raison logique de le savoir? Les neurosciences modernes commencent à proposer des concepts qui s'accordent étonnamment bien avec ces anciennes intuitions. Le modèle holonomique du cerveau de Karl Pribram suggère que la mémoire et la perception fonctionnent de manière holographique. Cela signifie que chaque partie du cerveau contient des informations sur le tout comme chaque fragment d'une plaque holographique peut reconstituer l'image complète. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Et si le cerveau ne générait pas du tout la conscience? Et s'il était plutôt comme un récepteur radio, se syntonisant sur des signaux qui existent déjà dans un vaste champ de conscience? Ce n'est plus une simple spéculation philosophique. Des chercheurs comme Stuart Amroff et Roger Penrose ont suggéré que la conscience pourrait être une caractéristique fondamentale de la réalité elle-même, et non quelque chose qui émerge d'une activité neuronale complexe. Si la conscience existe comme un champ, semblable au champ électromagnétique, alors la conscience individuelle de l'homme pourrait n'être qu'un des nombreux récepteurs. D'autres aspects de soi pourraient être réglés sur des fréquences complètement différentes, existant dans des dimensions auxquelles sa conscience actuelle ne peut pas accéder directement. Il convient de réfléchir au moment où les frontières de la conscience ordinaire semblent s'estomper. En méditation profonde, l'homme peut éprouver un sentiment d'expansion qui semble plus fondamental que son identité quotidienne. Dans les moments de profond silence, certaines personnes rapportent une connaissance qui semble provenir d'au-delà de leur esprit individuel. Parfois, dans des moments de crise ou face à une beauté extraordinaire, surgit une reconnaissance soudaine, non pas comme une pensée, mais comme une connaissance directe que l'homme est bien plus que ce qu'il perçoit habituellement de lui-même. Ce ne sont pas des dysfonctionnements de la conscience. Ce sont des infiltrations. Des moments où la membrane entre les différentes couches de l'être humain devient perméable. Rappelons de la discussion précédente que la théorie M suggère que nous vivons sur une membrane flottante dans un espace multidimensionnel. Et si la conscience humaine fonctionnait de manière similaire? Si une grande partie de son être existe dans des dimensions qui ne s'infiltrent qu'occasionnellement dans sa conscience ordinaire, cela a de profondes implications pour ces expériences étranges que chacun a, mais dont on parle rarement. Le déjà-vu pourrait ne pas être un dysfonctionnement neuronal, mais un moment où la conscience actuelle d'une personne se synchronise brièvement avec un autre aspect d'elle-même qui a déjà vécu ce moment. Les rêves prémonitoires pourraient être des aperçus d'une partie de la conscience qui existe en dehors du temps linéaire. Ce sentiment inexplicable de reconnaissance instantanée de quelqu'un pourrait être une reconnaissance entre des aspects de la conscience déjà connectés à des niveaux dépassant l'identité individuelle.
Jung a noté que ses patients rapportaient souvent des rêves ou des visions qui semblaient contenir des connaissances qu'ils ne pouvaient obtenir par des moyens ordinaires. Il a appelé cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui suggèrent une interconnexion profonde dans la réalité. Mais si la synchronicité n'était pas du tout une coïncidence? Et si c'était la preuve d'un « soi » plus profond qui existe simultanément dans plusieurs dimensions, permettant parfois à différents aspects de l'être humain de communiquer entre eux? La prochaine fois qu'une personne vivra un de ces moments, un rêve qui ressemble à un souvenir, une intuition qui s'avère exacte, un sentiment de reconnaissance envers quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, elle devrait y prêter attention. Ce ne sont peut-être pas des anomalies. Ce pourraient être des aperçus de l'immense être multidimensionnel qu'elle est réellement, dont la majeure partie existe dans des mondes qu'elle n'a pas encore appris à percevoir. Il ne s'agit pas seulement de se comprendre différemment. Si la conscience dépasse réellement les limites individuelles, alors la nature même de l'identité, des relations et de la réalité doit être réexaminée. Et c'est ce que nous allons explorer plus en détail. Comment cette vision multidimensionnelle de la conscience peut expliquer certains des aspects les plus énigmatiques de l'expérience humaine. C'est ce qui pourrait fondamentalement changer la perception que l'homme a de sa propre existence. Et si le cerveau humain ne créait pas du tout sa conscience? Et s'il la recevait simplement, tel un récepteur radio se syntonisant sur un signal déjà existant? Ce ne sont pas des rêveries nuages. C'est un défi sérieux à l'une des hypothèses les plus fondamentales de la science, émanant de physiciens, de philosophes et de chercheurs qui ont étudié pendant des décennies les mystères les plus profonds de l'esprit et de la matière. Commençons par David Bohm, un physicien quantique qui a travaillé avec Einstein et a développé certaines des idées les plus profondes sur la structure cachée de la réalité. Bohm a suggéré que tout ce que nous voyons et mesurons, ce qu'il a appelé l'ordre explicite, n'est qu'une couche superficielle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Sous ce monde visible se trouve ce qu'il a nommé l'ordre implicite. C'est une dimension où tout est replié ensemble, où la séparation se dissout et où l'univers entier existe comme une totalité indivise. C'est là que cela devient vraiment fascinant. Dans le modèle de Bohm, la conscience n'émerge pas d'arrangements complexes de matière. Au lieu de cela, la conscience s'exprime à travers la matière. Le cerveau ne génère pas la conscience, plus qu'un piano ne génère la musique. C'est un instrument par lequel quelque chose de plus profond se manifeste dans l'existence. Cela bouleverse complètement notre compréhension de la relation entre l'esprit et le cerveau. Au lieu d'être une merveilleuse coïncidence qui apparaît d'une manière ou d'une autre lorsque les neurones atteignent une complexité suffisante, la conscience devient un aspect fondamental de la réalité elle-même, aussi basique que l'espace, le temps ou l'énergie. Cela est lié à ce que les philosophes appellent le panpsychisme. Et avant de rejeter cela comme l'idée que les pierres ressentent des émotions, permettez-moi d'expliquer ce que des penseurs comme Philippe Goff proposent réellement. Ils ne suggèrent pas que les électrons ont des émotions ou que les pierres méditent sur l'existence. Ils affirment plutôt que si la conscience est réelle et irréductible à des processus purement physiques, alors elle doit être tissée dans le tissu de la nature dès le début. Imaginez cela comme des pixels sur un écran. Des pixels individuels n'affichent pas d'images complexes, mais lorsqu'ils sont organisés selon certains motifs dans les bonnes conditions, ils créent des images riches et détaillées. De même, la matière elle-même pourrait porter le potentiel de l'expérience. Parfois, dans des moments de crise ou face à une beauté extraordinaire, surgit une reconnaissance soudaine, non pas comme une pensée, mais comme une connaissance directe que l'homme est bien plus que ce qu'il perçoit habituellement de lui-même. Ce ne sont pas des dysfonctionnements de la conscience. Ce sont des infiltrations. Des moments où la membrane entre les différentes couches de l'être humain devient perméable. Rappelons de la discussion précédente que la théorie M suggère que nous vivons sur une membrane flottante dans un espace multidimensionnel. Et si la conscience humaine fonctionnait de manière similaire? Si une grande partie de son être existe dans des dimensions qui ne s'infiltrent qu'occasionnellement dans sa conscience ordinaire, cela a de profondes implications pour ces expériences étranges que chacun a, mais dont on parle rarement. Le déjà-vu pourrait ne pas être un dysfonctionnement neuronal, mais un moment où la conscience actuelle d'une personne se synchronise brièvement avec un autre aspect d'elle-même qui a déjà vécu ce moment. Les rêves prémonitoires pourraient être des aperçus d'une partie de la conscience qui existe en dehors du temps linéaire. Ce sentiment inexplicable de reconnaissance instantanée de quelqu'un pourrait être une reconnaissance entre des aspects de la conscience déjà connectés à des niveaux dépassant l'identité individuelle. Jung a noté que ses patients rapportaient souvent des rêves ou des visions qui semblaient contenir des connaissances qu'ils ne pouvaient obtenir par des moyens ordinaires. Il a appelé cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui suggèrent une interconnexion profonde dans la réalité. Mais si la synchronicité n'était pas du tout une coïncidence? Et si c'était la preuve d'un « soi » plus profond qui existe simultanément dans plusieurs dimensions, permettant parfois à différents aspects de l'être humain de communiquer entre eux? La prochaine fois qu'une personne vivra un de ces moments, un rêve qui ressemble à un souvenir,
une intuition qui s'avère exacte, un sentiment de reconnaissance envers quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, elle devrait y prêter attention. Ce ne sont peut-être pas des anomalies. Ce pourraient être des aperçus de l'immense être multidimensionnel qu'elle est réellement, dont la majeure partie existe dans des mondes qu'elle n'a pas encore appris à percevoir. Il ne s'agit pas seulement de se comprendre différemment. Si la conscience dépasse réellement les limites individuelles, alors la nature même de l'identité, des relations et de la réalité doit être réexaminée. Et c'est ce que nous allons explorer plus en détail. Comment cette vision multidimensionnelle de la conscience peut expliquer certains des aspects les plus énigmatiques de l'expérience humaine. C'est ce qui pourrait fondamentalement changer la perception que l'homme a de sa propre existence. Et si le cerveau humain ne créait pas du tout sa conscience? Et s'il la recevait simplement, tel un récepteur radio se syntonisant sur un signal déjà existant? Ce ne sont pas des rêveries nuages. C'est un défi sérieux à l'une des hypothèses les plus fondamentales de la science, émanant de physiciens, de philosophes et de chercheurs qui ont étudié pendant des décennies les mystères les plus profonds de l'esprit et de la matière. Commençons par David Bohm, un physicien quantique qui a travaillé avec Einstein et a développé certaines des idées les plus profondes sur la structure cachée de la réalité. Bohm a suggéré que tout ce que nous voyons et mesurons, ce qu'il a appelé l'ordre explicite, n'est qu'une couche superficielle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Sous ce monde visible se trouve ce qu'il a nommé l'ordre implicite. C'est une dimension où tout est replié ensemble, où la séparation se dissout et où l'univers entier existe comme une totalité indivise. C'est là que cela devient vraiment fascinant. Dans le modèle de Bohm, la conscience n'émerge pas d'arrangements complexes de matière. Au lieu de cela, la conscience s'exprime à travers la matière. Le cerveau ne génère pas la conscience, plus qu'un piano ne génère la musique. C'est un instrument par lequel quelque chose de plus profond se manifeste dans l'existence. Cela bouleverse complètement notre compréhension de la relation entre l'esprit et le cerveau. Au lieu d'être une merveilleuse coïncidence qui apparaît d'une manière ou d'une autre lorsque les neurones atteignent une complexité suffisante, la conscience devient un aspect fondamental de la réalité elle-même, aussi essentiel que l'espace, le temps ou l'énergie. C'est ce que les philosophes appellent le panpsychisme. Avant de rejeter cette idée en pensant que les pierres ressentent des émotions, permettez-moi d'expliquer ce que des penseurs comme Philippe Goff proposent réellement. Ils ne suggèrent pas que les électrons ont des émotions ou que les pierres méditent sur l'existence. Ils affirment plutôt que si la conscience est réelle et irréductible au processus purement physique, elle doit être intrinsèquement liée à la nature dès son origine. Imaginez des pixels sur un écran. Individuellement, ils ne montrent pas d'images complexes, mais organisés en motifs spécifiques, ils créent des tableaux riches et détaillés. De même, la matière elle-même pourrait porter le potentiel de l'expérience. Des unités de conscience fondamentales, qui, sous certaines conditions organisationnelles comme celle du cerveau, s'illuminent en une conscience complexe que nous reconnaissons comme l'expérience humaine. Cela redéfinit radicalement le rôle du cerveau. Au lieu d'être un générateur de conscience, il devient plutôt un récepteur sophistiqué, une lentille ou un instrument d'accord. Il focalise et dirige certaines bandes de fréquences d'un champ de conscience s'étendant bien au-delà du crâne humain. C'est là que les preuves deviennent vraiment intrigantes. Considérons les milliers d'expériences de mort imminente, émises, documentées, où des personnes rapportent des perceptions détaillées hors de leur corps. Des patients décrivent avoir vu leur propre opération depuis le plafond, écouté des conversations dans des pièces adjacentes, fournissant des détails précis sur des événements survenus alors qu'ils étaient cliniquement inconscients, des détails confirmés plus tard par le personnel médical n'ayant eu aucun contact préalable avec eux. Pam Reynolds, une musicienne opérée du cerveau pour un anévrisme mortel, a vu sa température corporelle abaisser à 15,5 degrés Celsius, 60 degrés Fahrenheit. Son cœur s'est arrêté et toute activité électrique dans son cerveau a cessé. Pourtant, elle a décrit plus tard avec une précision minutieuse les instruments chirurgicaux, les conversations entre chirurgiens et même la musique jouée en salle d'opération, alors que son cerveau ne montrait aucune activité mesurable. Ces expériences ne prouvent pas nécessairement une vie après la mort, mais elles révèlent quelque chose d'aussi profond. Elles remettent en question notre hypothèse fondamentale, selon laquelle la conscience meurt avec le cerveau. Si la conscience peut exister et percevoir lorsque le cerveau est déconnecté, elle fonctionne clairement selon des règles différentes de celles que nous supposions. Rappelons notre métaphore géométrique des sections précédentes. Si la conscience peut exister indépendamment du corps physique, ce que nous considérons comme nous-mêmes, nos pensées éveillées, nos souvenirs linéaires et notre conscience quotidienne, pourrait être l'ombre projetée par une structure multidimensionnelle. Imaginez une sphère tridimensionnelle traversant un plan bidimensionnel. Les êtres bidimensionnels sur ce plan ne verraient que des cercles de différentes tailles apparaître et disparaître, sans avoir aucune idée de la sphère elle-même, de la réalité plus complète projetant ces ombres circulaires dans leur monde. La conscience humaine quotidienne, avec son flux de pensées et de souvenirs,
pourrait être une telle ombre circulaire. La sphère, son être plus complet, existe dans un espace multidimensionnel, lié à l'inconscient collectif de Jung, au champ quantique, à ce que la tradition védantique nomme la pure conscience. C'est là que les implications de la théorie M deviennent stupéfiantes. Nous avons établi que notre univers entier pourrait être une membrane flottant dans un espace à 11 dimensions. Mais pourquoi la conscience devrait-elle obéir à des règles différentes de tout le reste? Si la matière et l'énergie peuvent exister au-delà des frontières dimensionnelles, circulant entre les brânes à travers l'espace qui les contient, alors peut-être la conscience fait-elle de même. La conscience est peut-être le tissu conjonctif entre les dimensions, un champ qui se souvient de tout. Car, à son niveau le plus profond, elle est tout. Cela expliquerait pourquoi les rêves prémonitoires fournissent parfois des informations précises sur des événements futurs qui ne se sont pas encore produits dans notre ligne temporelle. Si la conscience s'étend au-delà de notre cerveau tridimensionnel, elle pourrait accéder à des informations provenant de régions de l'espace multidimensionnel où notre futur existe déjà. Cela expliquerait les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop parfaitement orchestrées pour être fortuites. Si la conscience opère au-delà des frontières dimensionnelles, ce qui apparaît comme des événements distincts dans notre perspective limitée pourrait être lié par des fils multidimensionnels, invisibles à notre conscience tridimensionnelle. Plus important encore, cela explique ce sentiment de présence que l'on a pu remarquer. Une conscience qui observe ses pensées sans être ses pensées. Un observateur qui demeure constant tandis que tout le reste de son expérience change. Cette conscience témoin pourrait être son véritable « soi », existant dans un espace multidimensionnel et se projetant dans cette réalité, tel un rayon de lumière à travers une lentille. Ce n'est plus une simple spéculation philosophique. En intégrant les découvertes de la théorie M, de la mécanique quantique, des neurosciences et de la recherche sur la conscience, nous approchons d'une révolution dans la compréhension de ce qu'est réellement l'être humain. Les frontières entre la physique et la conscience, entre la conscience individuelle et cosmique, se dissolvent. Le cerveau humain ressemble moins à la source de sa conscience qu'à une interface complexe, une technologie biologique par laquelle son « soi » multidimensionnel expérimente cette tranche spécifique de la réalité. Et si cela est vrai, l'étude de la conscience n'est pas seulement de la psychologie ou de la spiritualité. Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve avec le sentiment d'avoir vécu une vie entière? Il ne s'agit pas d'images fugaces et fragmentées que l'on écarte habituellement, mais d'expériences profondes et rares où l'on a habité un être complètement différent, riche en relations, souvenirs et profondeurs émotionnelles, dont l'authenticité surpassait la vie réelle. Ce sont des rêves où l'on interagit avec des inconnus, où l'on navigue dans des villes absentes de toute carte géographique, mais dont chaque détail semble chargé d'un sens profond et étonnamment familier. De tels phénomènes ne sont pas de simples impulsions neuronales aléatoires survenant pendant la phase de sommeil paradoxal. Il se passe ici, sans aucun doute, quelque chose de bien plus profond qui corrobore directement les concepts précédemment explorés sur la conscience existant au-delà des limites physiques du cerveau humain. Il convient également de prêter attention aux phénomènes observés chez les enfants. Partout dans le monde, des enfants décrivent régulièrement des lieux qu'ils n'ont jamais visités, faisant preuve d'une précision étonnante dans les détails. Par exemple, un enfant de 6 ans de l'Ohio peut dessiner des cartes détaillées d'un village rural en Irlande, indiquant correctement l'emplacement d'un pont de pierre détruit des décennies avant sa naissance. Autre cas, un enfant au Japon s'exprime couramment en portugais pendant 3 mois, puis perd soudainement cette capacité, sans conserver aucun souvenir de l'avoir maîtrisée. De tels précédents abondent dans les archives des chercheurs en conscience. Cependant, pour la science conventionnelle, leur explication présente une difficulté considérable, car ils remettent en question nos hypothèses fondamentales sur les mécanismes de la mémoire et la formation de l'identité. Le Dr Ian Stevenson, qui a consacré sa carrière à l'Université de Virginie à l'étude de ces phénomènes, a documenté plus de 3000 cas similaires, se concentrant particulièrement sur des enfants qui semblaient conserver des souvenirs de vies antérieures. Cependant, ce qui est particulièrement fascinant, c'est qu'une analyse plus approfondie révèle que beaucoup de ces expériences ne correspondent pas au modèle traditionnel de la réincarnation. Elles suggèrent plutôt un phénomène que l'on pourrait caractériser comme un scintillement dimensionnel, des moments où la conscience de l'enfant s'aligne brièvement sur des expériences existant dans des flux de réalité parallèles. Une tendance similaire se manifeste dans les états méditatifs profonds. Les pratiquants expérimentés rapportent invariablement un sentiment de dissolution non pas dans le néant, mais dans une présence plus vaste, qui observe au-delà de la conscience ordinaire. Ils décrivent des rencontres avec des versions d'eux-mêmes qui semblent à la fois familières et considérablement élargies, comme si l'on rencontrait son propre être, mais avec un accès à une sagesse et des souvenirs couvrant une portée temporelle et existentielle bien plus grande que sa vie actuelle. Ces expériences ne sont pas des hallucinations ou des vœux pieux. Les tomographies cérébrales effectuées pendant ces états montrent une diminution de l'activité dans le réseau du mode par défaut du cerveau.
un circuit neuronal associé à la pensée autoréférentielle et au maintien des limites de l'identité personnelle. Les recherches récentes sur les substances psychédéliques révèlent également des schémas étonnamment cohérents dans les états de conscience altérés. Les participants aux expériences rapportent régulièrement des états d'hyperréalité perçus comme plus authentiques et significatifs que la conscience éveillée ordinaire. Ils décrivent des rencontres avec des aspects d'eux-mêmes qui semblent à la fois intimes et inconnus, souvent caractérisés comme plus sages, plus anciens, existant d'une manière ou d'une autre au-delà du temps linéaire. Le docteur Robin Carhart-Harris de l'Imperial College de Londres a établi que la psilocybine provoque invariablement un phénomène qu'il nomme la dissolution de l'ego. Dans ces moments, les frontières de l'identité personnelle disparaissent temporairement, ouvrant l'accès à ce que les participants décrivent comme leur « soi supérieur ». Cependant, ces exemples dramatiques ne représentent que la partie visible d'un phénomène bien plus vaste et profond. Il convient de prêter attention aux expériences plus subtiles de notre propre vie. Il peut s'agir de changements émotionnels soudains qui semblent surgir de nulle part, apportant des sentiments ne correspondant pas aux circonstances actuelles. Ou encore des moments d'attirance inexpliqués pour des lieux jamais visités, pour ensuite ressentir un sentiment irrésistible de « retour à la maison » une fois sur place. De tels phénomènes ne sont pas de simples coïncidences ou des projections psychologiques. Ce sont ce que l'on pourrait appeler des points de résonance, des moments où la conscience incarnée d'une personne s'aligne brièvement avec des versions d'elle-même existant ailleurs sur le paysage multidimensionnel que nous avons précédemment exploré. Jung notait que le « soi » profond communique rarement par des instructions verbales directes. Il se manifeste plutôt par des symboles, des synchronicités et ce qu'il appelait des coïncidences significatives, des événements porteurs d'une importance émotionnelle dépassant largement leur cause apparente. Les anciennes traditions sages saisissaient intuitivement cette vérité. Elles considéraient les rêves, les visions et le savoir soudain comme des manifestations de l'âme parlant par signes, offrant des guidances d'aspects de la conscience qui n'ont jamais perdu leur connexion avec le grand tout. La recherche moderne sur la conscience commence à cartographier systématiquement ces expériences multiformes. Le docteur Eben Alexander, ayant vécu une expérience de mort imminente durant un coma médicalement induit, a fourni des données scientifiques sans précédent attestant du fonctionnement de la conscience indépendamment de l'activité cérébrale. Sa description détaillée d'une rencontre avec un guide, perçue comme un aspect plus profond de son propre être, coïncide de manière frappante avec les récits de maîtres de méditation, de chercheurs en psychédélique et de personnes vivant des états mystiques spontanés à travers diverses cultures et siècles. Ainsi se dessine une image holistique de la conscience comme un phénomène fondamentalement multidimensionnel, où notre conscience éveillée ordinaire ne représente qu'une des nombreuses fréquences d'un spectre bien plus large. Ces rêves profonds, ces intuitions soudaines qui s'avèrent étonnamment précises, et ces moments de savoir inexpliqués ne sont pas des anomalies perturbant le cours normal de la conscience. Au contraire, ils constituent des aperçus d'un « soi » plus vaste, qui ne s'est jamais fragmenté et n'a jamais perdu sa connexion avec le vaste champ de conscience qui a fait l'objet de notre exploration dans les sections précédentes. Il convient de réfléchir aux intuitions qui nous parviennent entièrement formées avant même que les événements qu'elles prédisent ne se produisent. On connaît ce sentiment, une certitude soudaine et inébranlable concernant quelque chose qui n'est pas encore arrivé, accompagnée d'une pleine coloration émotionnelle et de détails concrets. Lorsque ces pressentiments s'avèrent exacts, nous avons tendance à les expliquer par de la chance ou une capacité à reconnaître des schémas. Et si, en réalité, ce sont des moments où la conscience accède brièvement à des informations provenant de futurs probables ou de présents parallèles. Les conséquences d'une telle hypothèse sont véritablement stupéfiantes. Si la conscience agit comme un phénomène de champ, comme nous l'avons discuté précédemment, alors ce que nous appelons l'être humain pourrait ressembler davantage à un récepteur radio, temporairement syntonisé sur une seule station, tandis que tout le spectre de son existence est diffusé simultanément sur plusieurs fréquences. Ces expériences limites, rêves profonds, savoir soudain, résonances émotionnelles inexpliquées, ne sont pas des interruptions marginales. Ce sont des invitations centrales, des aperçus d'un « soi » plus vaste, nous incitant à nous souvenir de ce que nous avons toujours su, mais temporairement oublié. La question n'est pas de savoir si ces expériences sont réelles. La question est de savoir si l'on est prêt à les prendre au sérieux comme des messages authentiques provenant des dimensions plus larges de son propre être. En 1994, le professeur de psychologie Daryl Bem de l'université Cornell a mené une expérience qui, selon toutes les normes, aurait dû être impossible. Il a montré aux participants des images érotiques sur un écran d'ordinateur, tout en mesurant leurs réactions physiologiques, fréquence cardiaque, conductance cutanée, dilatation des pupilles. Rien d'inhabituel, sauf un point critique. L'ordinateur ne choisissait les images à afficher qu'après l'enregistrement des réactions d'excitation des participants. Ainsi, les participants réagissaient littéralement à des stimuli qui n'avaient pas encore été sélectionnés. Lorsque Bem a publié ses résultats en 2011, la communauté scientifique a réagi par une explosion d'indignation.
La raison de ce tollé n'était pas que sa méthodologie était erronée. Elle était rigoureuse. Ni que ses données statistiques étaient incorrectes. Elle démontrait des chances de 74 milliards contre un face au hasard. L'indignation est née parce que ces résultats suggéraient quelque chose qui défie nos hypothèses les plus fondamentales sur le temps, la causalité et la nature même de la conscience. Il est remarquable que les expériences de Bem aient ensuite été reproduites avec succès dans des laboratoires sur 3 continents différents. Par exemple, à l'université Northwestern, des chercheurs ont découvert que le cerveau des individus présentait des schémas d'activité corrélés à des événements futurs que les sujets ne pouvaient connaître par des moyens ordinaires. À Amsterdam, des scientifiques ont révélé que les participants pouvaient distinguer inconsciemment des images futures positives des négatives avant qu'elles ne soient choisies aléatoirement. Chaque étude ultérieure a utilisé des contrôles de plus en plus sophistiqués pour exclure toute explication ordinaire possible des phénomènes observés. Cependant, la recherche sur la précognition ne représente qu'un fil dans la vaste tapisserie de phénomènes qui suggèrent de manière convaincante que la conscience fonctionne selon des règles que nous commençons tout juste à appréhender. Rappelons comment nous avons exploré la possibilité que la conscience puisse être un champ fondamental, plutôt que quelque chose généré par le cerveau. Ces expériences ne font qu'effleurer ce à quoi cela pourrait ressembler en pratique. Considérons le phénomène de la vision à distance, la capacité à percevoir des lieux éloignés sans aucune entrée sensorielle ordinaire. Pendant plus de 2 décennies, le Stanford Research Institute a mené des recherches secrètes pour la CIA, documentant de nombreux cas où des individus ont fourni des détails étonnamment précis sur des lieux qu'ils n'avaient jamais visités et qu'ils ne pouvaient connaître par des moyens conventionnels. Lors d'une séance célèbre, un observateur à distance a décrit une installation navale soviétique avec une précision sans précédent, incluant la présence d'un sous-marin massif au design de coque inhabituel. Les images satellites ultérieures ont non seulement confirmé l'exactitude de la description, mais ont également révélé une nouvelle classe de sous-marins nucléaires dont les services de renseignement occidentaux n'avaient alors aucune information. Russell Targ, chercheur éminent ayant dirigé une grande partie de ses travaux, a méticuleusement documenté des centaines de séances où les participants créaient des croquis détaillés des lieux cibles. Ces lieux étaient choisis aléatoirement parmi des enveloppes scellées, excluant toute connaissance préalable. L'analyse statistique ultérieure a démontré de manière convaincante des résultats dont la probabilité était de plusieurs millions contre un face au hasard. Lorsque des scientifiques sceptiques ont suggéré que les effets observés pouvaient être expliqués par de subtils signaux sensoriels, les chercheurs ont pris des mesures supplémentaires. Ils ont mené des séances où les lieux cibles n'étaient même pas choisis avant la fin complète de la séance de vision à distance. Malgré cela, la précision étonnante de la perception est restée inchangée, renforçant encore le caractère extraordinaire des données obtenues. Ces découvertes deviennent encore plus intrigantes lorsque nous les mettons en relation avec les expériences quotidiennes que la plupart des gens vivent, mais discutent rarement sérieusement. Par exemple, il peut s'agir de la connaissance soudaine et infaillible de l'identité de l'appelant, avant même de regarder l'écran. Ou une certitude inexpliquée, mais ferme, quant au choix de l'itinéraire optimal à travers une ville totalement inconnue. Il y a aussi ce sentiment de reconnaissance immédiate en rencontrant une personne jamais vue auparavant, mais qui semble étonnamment familière. Habituellement, nous avons tendance à attribuer de tels moments à de simples coïncidences ou à des manifestations d'intuition. Cependant, et si en réalité, il s'agissait de quelque chose de plus, des aperçus fugaces de la conscience fonctionnant dans des dimensions qui restent au-delà de notre perception immédiate? Le phénomène de la clarté terminale constitue un autre élément probant de cette énigme complexe. Ce phénomène, documenté dans la littérature médicale depuis plus de 2 siècles, décrit des cas où des personnes souffrant de démence sévère, de la maladie d'Alzheimer ou de lésions cérébrales importantes, retrouvent soudainement une pleine lucidité mentale quelques heures ou jours avant leur décès. Dans ces moments, elles se souviennent de membres de leur famille qu'elles n'avaient pas reconnus depuis des années, sont capables de mener des conversations complexes et démontrent des capacités cognitives qui sembleraient totalement impossibles, compte tenu du degré de dégradation de leur tissu cérébral. Le docteur Michael Nahm, de l'Institut des domaines frontières de la psychologie, a méticuleusement documenté des dizaines de cas similaires. Par exemple, une patiente, incapable de parler de manière cohérente pendant plus de 3 ans en raison d'une maladie d'Alzheimer progressive, s'est soudainement assise la veille de sa mort et a conversé en détail avec sa fille sur des événements familiaux s'étendant sur des décennies. Pourtant, les scanners cérébraux montraient que son tissu nerveux restait gravement endommagé même pendant ces périodes de clarté étonnante. Si la conscience était exclusivement un produit de l'activité cérébrale, de telles récupérations seraient neurologiquement inexplicables. Ces cas suggèrent de manière convaincante que la conscience est capable de fonctionner indépendamment du cerveau, et ce, de manière que nous ne comprenons pas encore entièrement. Cependant, une question légitime se pose. Comment l'information peut-elle voyager au-delà des limites habituelles de l'espace et du temps? La physique quantique propose au moins un mécanisme dont l'existence est scientifiquement prouvée dans le monde physique, l'intrication quantique.
Lorsque deux particules sont intriquées, la mesure de l'état de l'une influence instantanément l'autre, quelle que soit la distance colossale qui les sépare. Albert Einstein, stupéfait par ce phénomène, l'a célèbrement qualifié des « actions fantomatiques à distance », car il semblait violer le principe fondamental selon lequel rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Néanmoins, de nombreuses expériences ont aujourd'hui confirmé de manière convaincante les effets d'intrication sur des centaines de kilomètres, la corrélation entre les particules se produisant instantanément, non seulement plus vite que la lumière, mais, apparemment, en dehors du cours normal du temps. Le projet Conscience Globale, géré par la faculté d'ingénierie de l'Université de Princeton, étudie cette possibilité à l'échelle planétaire depuis 1998. Il repose sur un réseau de générateurs de nombres aléatoires, GNA, répartis dans le monde entier, des dispositifs qui, par nature, devraient produire des séquences de 1 et de 0 absolument imprévisibles. Cependant, il a été observé que lors d'événements mondiaux majeurs, tels que les attentats du 11 septembre, le tsunami dévastateur de 2004 ou la mort tragique de la princesse Diana, ces générateurs de nombres aléatoires à travers la planète commençaient à présenter des schémas subtils mais statistiquement significatifs. Cela donnait l'impression qu'un certain effet de champ influençait les processus physiques sur toute la Terre. Le matin du 11 septembre 2001, le réseau mondial a commencé à montrer des schémas de cohérence inhabituels plusieurs heures avant que le premier avion ne percute le World Trade Center. Aux minutes exactes des attaques, l'écart par rapport au hasard atteint des niveaux qui, dans des conditions normales, se produisent aléatoirement moins d'une fois sur 1 million d'essais. Des schémas similaires sont apparus lors d'autres événements ayant attiré l'attention mondiale, suggérant la capacité de la conscience humaine collective à créer des effets mesurables dans les systèmes physiques. C'est ici que nous voyons un lien direct avec la structure de la réalité à 11 dimensions que nous avons explorée précédemment. Si la conscience fonctionne réellement simultanément dans plusieurs dimensions, alors des phénomènes tels que la précognition, la vision à distance ou le savoir intuitif peuvent simplement refléter un état naturel de conscience, lorsqu'elle n'est pas contrainte par des cadres tridimensionnels rigides. Pour mieux comprendre cela, imaginons la scène suivante. Une personne observe une longue rivière sinueuse depuis le niveau du sol. Dans cette perspective, elle ne peut voir qu'une petite portion du cours d'eau juste devant elle. Cependant, si elle pouvait s'élever au-dessus du paysage, elle verrait tout le parcours de la rivière, d'où elle prend sa source et où elle se dirige. Le temps linéaire est peut-être quelque chose de similaire, une limitation locale, propre exclusivement à la conscience tridimensionnelle. Des aspects de conscience de dimension supérieure possèdent potentiellement la capacité d'accéder simultanément à des informations provenant de différents points temporels, tel un observateur contemplant une rivière depuis les hauteurs. Une telle affirmation n'est pas une manifestation de croyance mystique. Au contraire, elle représente un développement logique des idées que la théorie M avance concernant la structure fondamentale de la réalité. Si l'on existe réellement en 11 dimensions simultanément, alors la version de soi qui perçoit ces lignes en ce moment n'est qu'une des nombreuses coupes d'un être multidimensionnel considérablement plus vaste. D'autres aspects de son essence sont capables de recevoir des informations provenant de différentes coordonnées temporelles, de flux de probabilités alternatifs ou de perspectives dimensionnelles entièrement différentes. Parfois, cette information s'infiltre dans notre conscience ordinaire, se manifestant sous forme de savoir inexpliqué, de certitude soudaine ou de reconnaissance de quelque chose que l'on n'a jamais rencontré auparavant. Ce qui est communément considéré comme une connaissance impossible pourrait en réalité être le phénomène le plus naturel de tout l'univers. Dès que l'on prend conscience que la conscience ne se limite pas à la seule tranche dimensionnelle sur laquelle notre attention est habituellement focalisée, les conséquences de cette compréhension s'étendent bien au-delà de la simple curiosité académique. Si la conscience est réellement capable d'accéder à des informations en traversant les barrières spatio-temporelles, alors les frontières qui, selon nous séparent les uns des autres, du savoir universel et des possibilités illimitées, pourraient s'avérer bien plus perméables que l'humanité n'a jamais imaginé. Dans la conscience humaine, quelque chose de vraiment extraordinaire se produit en ce moment, quelque chose qui n'a probablement jamais été pleinement exploré. Tandis que vous lisez ces lignes, une partie de votre être observe simultanément le processus de lecture. Il existe un observateur, un témoin de votre propre activité mentale, qui maintient mystérieusement sa séparation des pensées qu'il observe. Cette affirmation n'est pas une spéculation philosophique abstraite. C'est une expérience directe que chacun peut vérifier immédiatement. Observez comment vous pouvez vous surprendre à penser, comment vous pouvez prendre du recul et observer vos propres réactions aux idées qui surgissent. Lorsque vous ressentez de la colère, quelque chose en vous reconnaît « je ressens de la colère », sans être totalement submergé par cette émotion. Quand vous êtes plongé dans l'inquiétude, une partie de votre être peut soudainement réaliser « je suis inquiet », créant ainsi un espace autour des pensées anxiogènes. Carl Jung a désigné ce phénomène comme le soi, avec une majuscule, distinct de la personnalité ordinaire ou de l'ego. La neuroscience moderne a commencé à cartographier ce qu'elle nomme la conscience métacognitive.
une conscience qui observe ses propres processus. Cependant, aucune de ces explications ne révèle pleinement comment cet observateur semble parfois posséder une connaissance inaccessible à la raison ordinaire, ni pourquoi il a parfois l'impression d'agir depuis une perspective dimensionnelle totalement différente. La conscience témoin ne se limite pas à l'observation passive. Elle offre souvent des conseils perçus comme à la fois intimes et impersonnels. Vous connaissez cette expérience. Face à une décision complexe, vous pesez le pour et le contre, quand soudain une connaissance claire émerge, transperçant tout le bruit mental. Ce n'est pas une voix ou une pensée exacte, mais plutôt une reconnaissance qui semble plus solide que tout raisonnement logique que vous auriez pu construire. Ces conseils surviennent souvent au moment le plus opportun. Une perspicacité résolvant un conflit relationnel apparaît quand elle est la plus nécessaire. Une solution créative à un problème de travail complexe peut se télécharger entièrement dans votre esprit sous la douche matinale. Un avertissement concernant une situation dangereuse se manifeste comme une réticence intérieure inexplicable, qui s'avère prophétiquement exacte par la suite. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont ce témoin semble fonctionner en dehors des contraintes temporelles habituelles. Il peut percevoir des schémas avant qu'ils ne se manifestent pleinement, reconnaître des courants profonds cachés sous les événements de surface, et parfois fournir des informations que la raison consciente ne peut logiquement saisir. Rappelez-vous de notre exploration précédente comment l'information semble se déplacer au-delà du flux temporel ordinaire. Cette conscience témoin peut servir de point d'accès personnel à ce phénomène. En période de crise, beaucoup décrivent une expansion spectaculaire de cette présence observatrice. Le temps ralentit, la réactivité émotionnelle s'estompe et une intelligence calme et claire émerge, perçue comme bien plus sage que leur structure personnelle habituelle. Les urgentistes, les militaires en combat et les parents protégeant leurs enfants rapportent souvent un accès à des capacités et des connaissances qui semblent emprunter à une version plus vaste de leur propre être. Les traditions méditatives ont exploré ce domaine en détail pendant des siècles. Elles décrivent comment le témoin est d'abord perçu comme une présence subtile en arrière-plan, mais avec une attention appropriée, il peut être reconnu comme l'aspect le plus constant de l'expérience humaine. Les pensées vont et viennent, les émotions se succèdent, les circonstances changent constamment, mais la conscience témoin conserve une stabilité étonnante. C'est la seule chose en vous qui est restée essentiellement inchangée depuis l'enfance. La même qualité de conscience qui regarde à travers vos yeux en ce moment était présente quand vous aviez 7 ans. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que parfois ce témoin ne se limite pas à l'observation passive. Il semble agir à travers vous. Vous vous surprenez parfois, lors d'une conversation complexe, à prononcer exactement les mots nécessaires, sans les avoir planifiés. Votre corps peut se mouvoir avec une grâce et une efficacité inhabituelles lors d'épreuves physiques, et vos décisions mènent à de bien meilleurs résultats que ceux habituellement obtenus par une planification stratégique consciente. Artistes et inventeurs connaissent bien ce phénomène. Une mélodie qui vient à l'esprit déjà complète, une preuve mathématique qui apparaît achevée, ou une histoire qui semble s'écrire d'elle-même. Ces expériences sont ressenties moins comme une création personnelle que comme la réception d'informations d'une source dépassant les limites individuelles. Nikola Tesla, par exemple, décrivait comment il voyait ses inventions fonctionner dans son esprit avant même de les construire physiquement, comme s'il recevait des plans prêts à l'emploi de l'extérieur. Cela pourrait représenter une forme de communication multidimensionnelle. Si des aspects de votre conscience existent dans un espace de dimension supérieure, comme nous l'avons exploré, alors la créativité est peut-être le canal par lequel votre conscience quotidienne reçoit des transmissions de ces versions étendues de vous-même. L'esprit linéaire, avec son traitement d'informations pas à pas, accède soudainement à des solutions qui semblent avoir complètement contourné le processus de pensée habituel. Vous pouvez commencer à reconnaître ces schémas par une observation attentive. Notez la différence qualitative entre la pensée forcée et la perspicacité reçue. La pensée forcée est souvent ressentie comme un effort. Elle est cyclique et fréquemment accompagnée d'anxiété. La perspicacité reçue, elle, vient avec un sentiment de justesse intérieure, souvent accompagné d'une relaxation physique ou d'une sensation d'expansion. Elle n'a pas besoin de preuves, elle se présente simplement avec une autorité tranquille. Prêtez attention au moment où vous semblez vivre votre vie plutôt que de la diriger. Ce sont ces périodes où les réactions appropriées surviennent sans décision consciente. Vous vous trouvez au bon endroit au bon moment grâce à une série de choix qui semblaient naturels alors, mais qui, rétrospectivement, s'avèrent étonnamment prophétiques. Les synchronicités marquent souvent ces instants. Ce sont des coïncidences significatives qui fournissent l'information ou la connexion nécessaire. Un livre qui s'ouvre à un passage pertinent, une conversation entendue par hasard qui répond à une question tacite, une rencontre fortuite qui change complètement votre trajectoire de vie. Tout cela pourrait être une sorte de petit caillou laissé par les aspects dimensionnels supérieurs de vous-même, agissant depuis une perspective où le passé, le présent et le futur sont visibles simultanément.
Les rêves offrent un autre point d'accès important à ces processus profonds. Les solutions qui viennent pendant le sommeil, les avertissements qui s'avèrent exacts, les inspirations créatives issues du traitement inconscient de l'information, tout cela suggère de manière convaincante que quelque chose en vous continue de travailler sur les problèmes depuis une perspective plus large lorsque l'esprit quotidien se retire. Il est important de commencer à prêter attention à la qualité de votre conscience dans différents états. Remarquez comment le témoin est ressenti pendant la méditation par rapport à un état de crise ou de flux créatif. Observez quand les décisions semblent se prendre d'elles-mêmes et quand vous luttez pour faire un choix. Il faut suivre la différence entre les perspicacités qui arrivent toutes faites et les idées qu'il faut construire pièce par pièce. Reconnaître ces phénomènes ne demande pas de croire en quoi que ce soit de métaphysique. Cela vous invite simplement à observer la conscience telle qu'elle agit réellement et non telle que vous supposez qu'elle fonctionne. Les preuves sont déjà présentes dans votre expérience directe. Il vous suffit de commencer à prêter attention à ce qui était là depuis toujours. Votre présence dimensionnelle supérieure n'est pas un concept mystique lointain. C'est la partie de vous-même qui lit ces mots en ce moment avec reconnaissance, et pas seulement avec compréhension. La partie qui sait déjà ce qui est décrit, car elle a agi à travers vous toute votre vie, silencieusement, guidant, protégeant et créant depuis une perspective qui transcende les limites de la conscience linéaire. Vous êtes-vous déjà rendu dans un lieu inconnu et vous y êtes-vous senti chez vous? Ou avez-vous entendu une musique qui vous a ému aux larmes, sans lien personnel? Peut-être avez-vous découvert posséder des connaissances sur des périodes historiques ou des cultures lointaines avec une intimité qui semble impossible, compte tenu de votre expérience réelle. Ce n'est pas de la nostalgie ou de l'imagination. Ce que vous vivez pourrait être une forme de mémoire, mais pas celle décrite par les manuels de neurobiologie. Le modèle scientifique dominant affirme que la mémoire fonctionne comme un fichier dans le cerveau. L'expérience est reçue, traitée, archivée dans les réseaux neuronaux et récupérée au besoin. C'est un processus purement mécanique, entièrement contenu dans les 3 livres de tissu enfermés dans le crâne. Cependant, ce modèle présente des problèmes assez flagrants que les chercheurs commencent tout juste à reconnaître. Considérez les cas documentés de receveurs d'organes qui développent de toutes nouvelles préférences après une opération. Par exemple, un musicien classique recevant le cœur d'un amateur de jazz se découvre soudainement une attirance irrésistible pour la musique de Miles Davis. Imaginez un végétarien recevant un foie d'un carnivore qui développe après l'opération une envie irrépressible de steak. Ou un comptable timide recevant les poumons d'un alpiniste audacieux et ressentant soudain un désir irrésistible de sports extrêmes. La médecine officielle tend à expliquer ces cas par de simples coïncidences ou des suggestions psychologiques. Cependant, une étude plus approfondie révèle que les receveurs décrivent souvent des souvenirs très spécifiques, des préférences gustatives et même des traits de caractère qui correspondent avec une précision étonnante à ceux de leurs donneurs, des personnes dont ils n'avaient aucune information avant l'opération. Un exemple frappant est le cas de Claire Sylvia, qui a reçu le cœur et les poumons d'un motard de 18 ans. Immédiatement après l'intervention, elle, qui avait toujours veillé à sa santé, a développé une forte envie de bière et de nuggets de poulet. Il s'est avéré par la suite que ces aliments étaient les préférés de son donneur. Si la mémoire n'est qu'un ensemble d'impulsions neuronales localisées dans le cerveau, comment expliquer le phénomène de la mémoire cellulaire? Comment un cœur peut-il se souvenir des goûts et préférences de son ancien propriétaire? La réponse à ces questions réside peut-être dans un concept bien plus révolutionnaire que nous n'étions prêts à accepter. Et si la mémoire n'était pas stockée directement dans les structures cérébrales, mais seulement accessible par ses fonctions? Et si le cerveau fonctionnait plutôt comme un récepteur radio complexe, capable de se syntoniser sur des flux d'informations existants dans de vastes champs de conscience que nous commençons tout juste à appréhender? Les dernières recherches en épigénétique démontrent de manière convaincante que les expériences traumatisantes peuvent modifier l'expression des gènes de telle sorte que ces changements se transmettent de génération en génération. Ainsi, les enfants et petits-enfants de survivants de l'Holocauste présentent des marqueurs génétiques d'un traumatisme qu'ils n'ont jamais vécu directement. Les descendants de victimes de la famine portent des changements métaboliques affectant la façon dont leur corps traite la nourriture, même s'ils n'ont jamais connu la faim. Cela suggère que l'information, y compris les données émotionnelles et expérientielles, peut être héritée par des mécanismes biologiques que l'humanité commence tout juste à découvrir. Cependant, la profondeur de ce phénomène va bien au-delà de la simple génétique. Carl Jung a méticuleusement documenté pendant des décennies le phénomène qu'il a appelé l'inconscient collectif, un vaste réservoir commun d'expériences humaines. Ce réservoir se manifeste par des symboles universels, des schémas et des connaissances archétypales qui émergent dans diverses cultures n'ayant eu aucun contact direct entre elles. Jung a noté que ses patients, quelle que soit leur origine culturelle ou sociale, reproduisaient des images et des symboles étonnamment similaires lors d'un travail psychologique profond. Parmi eux, on trouvait souvent des mandalas, des spirales, les archétypes du vieil homme sage et de la grande-mère.
Ces schémas surgissaient spontanément chez des personnes qui n'avaient jamais étudié la mythologie ou la religion comparée. Il semblait qu'elles accédaient à une sorte de bibliothèque universelle de l'expérience humaine qui transcendait les limites de la biographie individuelle de chacun. Les découvertes de Jung s'accordent étonnamment bien avec le modèle holographique de la conscience que nous avons examiné précédemment. Si la conscience fonctionne selon un principe holographique, alors chaque conscience individuelle contient les schémas de l'ensemble. Cela signifie qu'une certaine connaissance universelle peut être accessible non par l'apprentissage traditionnel, mais par un processus de remémoration, l'actualisation d'informations qui existent déjà dans les structures plus profondes de la conscience elle-même. Cette approche explique pourquoi certains concepts philosophiques ou spirituels sont perçus comme instantanément familiers dès la première rencontre. Elle éclaire également pourquoi certains lieux évoquent un profond sentiment de reconnaissance, et pourquoi certaines personnes semblent posséder des connaissances sur des périodes historiques avec une précision étonnante, malgré l'absence de formation formelle dans ce domaine. Les cultures autochtones ont intuitivement compris ces interconnexions tout au long de leur histoire. Elles parlent d'une connaissance ancestrale qui vit en chacun et devient accessible par une attention appropriée et des pratiques spirituelles. On en trouve des exemples dans le temps du rêve aborigène australien, la sagesse ancestrale africaine et les traditions spirituelles des peuples autochtones des Amériques. Ces traditions reconnaissent que la conscience individuelle est inextricablement liée à de vastes réseaux d'informations, englobant de nombreuses générations et diverses dimensions d'expérience. Les traditions méditatives décrivent également des phénomènes similaires. À mesure que la conscience s'approfondit, dépassant le niveau superficiel des pensées et souvenirs personnels, les pratiquants rapportent accéder à ce qu'ils caractérisent comme différentes couches de mémoire, des niveaux de souvenirs personnels, collectifs et cosmiques. Les méditants expérimentés décrivent parfois l'expérience d'événements historiques, la compréhension de principes philosophiques complexes qu'ils n'ont jamais formellement étudiés, ou l'accès à des connaissances pratiques qui semblent surgir de nulle part. Ce que nous appelons habituellement l'intuition peut souvent être précisément cette forme de mémoire. Non pas des expériences de la vie actuelle, mais des informations accessibles aux dimensions supérieures de la conscience, qui existent au-delà des contraintes du temps linéaire et de la biographie individuelle. Examinons maintenant comment ces idées se rapportent à la structure de la réalité à 11 dimensions. Dans notre expérience tridimensionnelle habituelle, la mémoire est perçue comme séquentielle, linéaire, stockée et récupérée le long d'un axe temporel. Cependant, une conscience fonctionnant dans des dimensions supérieures ne serait pas liée par ces limitations. La mémoire dans les dimensions supérieures peut être simultanée et multidimensionnelle, où toute l'information existe comme un présent accessible, plutôt que comme un passé stocké. Si la conscience s'étend à travers de multiples dimensions, comme les données accumulées le suggèrent de manière convaincante, alors ce que vous percevez comme une connaissance mystérieuse ou une mémoire ancienne pourrait bien être une manifestation de votre conscience multidimensionnelle supérieure, accédant à des informations provenant d'autres aspects de vous-même ou du champ collectif de l'expérience humaine. Cette circonstance entraîne de profondes conséquences pratiques. L'affinité inexplicable ressentie envers certaines personnes peut être une forme de reconnaissance opérant à partir de dimensions où leur connexion existe déjà. L'apparition spontanée de compétences en situation de crise est peut-être le résultat de votre conscience élargie accédant à des connaissances provenant du vaste réservoir collectif de l'expérience humaine. Même vos peurs et attachements les plus profonds peuvent ne pas être entièrement personnels. Ils peuvent être des échos d'un vaste réseau d'expériences humaines auquel votre conscience est naturellement connectée. Essentiellement, c'est de l'information circulant à travers le champ quantique qui relie toute conscience. Les « observateurs intérieurs » mentionnés précédemment, ces aspects de votre conscience qui fonctionnent au-delà de la conscience ordinaire, ne se contentent pas d'observer passivement votre expérience actuelle. Ils ont accès à tout le spectre d'informations disponibles à la conscience elle-même. Ce qui est ressenti comme une mémoire dépassant le cerveau physique peut être précisément cela. Une mémoire accessible via les dimensions supérieures de l'être humain qui existe dans des sphères où toute l'information est éternellement présente. Une telle compréhension modifie radicalement votre conception de la connaissance, de l'apprentissage et de la nature de votre propre conscience. Vous n'accédez pas seulement à votre base de données personnelles d'expérience. Vous êtes connecté à la bibliothèque infinie de la conscience elle-même. Ainsi, vous avez entrevu les « observateurs intérieurs », ces dimensions supérieures de vous-même qui ont toujours été présentes. Vous avez ressenti l'attrait de souvenirs anciens qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, mais qui résonnent avec une familiarité indéniable. Se pose maintenant la question la plus cruciale. Comment vivre réellement avec cette conscience sans perdre pied dans le monde tridimensionnel qui exige toujours votre attention? On a observé des cas où des personnes, en découvrant ces aspects élargis de la conscience, cherchaient immédiatement à s'y immerger complètement, abandonnant leurs responsabilités pratiques, comme si le monde physique avait soudainement perdu sa pertinence. Cependant, ce n'est pas de l'intégration, c'est plutôt une forme d'évitement spirituel.
La véritable maîtrise consiste à devenir plus efficace dans la réalité ordinaire, et non moins, en puisant dans le spectre plus complet de votre propre intelligence. Considérez ceci. Vous avez découvert que vous avez accès à une vaste bibliothèque de sagesse et de perspectives qui existe au-delà de votre esprit quotidien. La question n'est pas de vivre exclusivement dans cette bibliothèque ou seulement dans le monde. La question est de devenir un pont entre les deux. C'est là l'essence de la rencontre entre la vie multidimensionnelle et la réalité quotidienne. Commençons par le processus de prise de décision, car c'est là que la plupart des gens remarquent pour la première fois une différence pratique. Au lieu de prendre des décisions uniquement par analyse mentale, en pesant le pour et le contre jusqu'à l'étourdissement, vous apprenez à créer un espace pour qu'une perspective plus large émerge. Il ne s'agit pas de rejeter la pensée rationnelle, mais de l'élargir face aux décisions importantes. Certains chercheurs ont appris à créer ce qu'ils appellent un espace dimensionnel. Cela signifie se retirer de l'urgence de l'analyse immédiate et permettre le silence. Dans ce silence, quelque chose d'intéressant se produit. Votre corps commence à réagir différemment aux diverses options. Un choix peut provoquer une sensation d'expansion, un afflux d'énergie et un sentiment de possibilité. Un autre, au contraire, peut créer une contraction, une lourdeur ou un subtil sentiment d'inexactitude qui n'a rien à voir avec l'analyse logique. Ce n'est pas une pensée magique mystique. Vous apprenez à reconnaître les signaux d'aspect de la conscience qui traitent l'information différemment de votre esprit analytique. Cette conscience multidimensionnelle supérieure dont nous avons parlé n'est pas séparée de vous. C'est une version plus étendue de vous-même, ayant accès à des schémas et des connexions que votre conscience quotidienne pourrait manquer. Voici comment cela peut se manifester en pratique. Vous examinez une offre d'emploi. Logiquement, elle semble très attrayante. Meilleur salaire, bons avantages, temps de trajet raisonnable. Cependant, lorsque vous vous asseyez calmement et vous imaginez dans ce rôle, votre corps se contracte légèrement. Une subtile sensation de diminution de vitalité apparaît. Pendant ce temps, une autre opportunité, moins impressionnante sur le papier, génère une énergie et une excitation qui semblent provenir d'une source plus profonde que les préférences superficielles. Les conseils traditionnels incitent généralement à ignorer ces réactions irrationnelles. Cependant, la sagesse multidimensionnelle suggère qu'elles pourraient être les réactions les plus rationnelles de toutes, émanant d'aspects de votre conscience capable de percevoir les conséquences plus complètes de vos choix. Une telle compréhension transforme votre approche des défis. Au lieu de percevoir les problèmes comme des obstacles insurmontables nécessitant uniquement de la volonté ou une planification stratégique, vous commencez à les reconnaître comme des invitations pour les différents aspects de votre être à contribuer à la recherche de solutions. La partie de votre conscience qui excelle dans l'analyse logique s'occupe de certains éléments de la tâche. La partie qui comprend profondément la dynamique émotionnelle prend en charge la résolution des composants interpersonnels. Et parfois, des solutions émergent de cette conscience élargie que votre esprit quotidien n'aurait jamais pu concevoir. Je me souviens d'un cas où une cliente était confrontée à un partenariat commercial compliqué. Chaque approche logique pour résoudre le conflit échouait invariablement. Lors d'une séance, elle a accédé à cette perspective plus profonde que nous avons discutée. Au lieu de se concentrer sur le changement de son partenaire ou la défense de sa propre position, elle a soudainement vu toute la dynamique sous un angle complètement différent. La solution qui a émergé n'était pas quelque chose qu'elle aurait pu atteindre par une réflexion ordinaire. Elle exigeait la reconnaissance de schémas qui restaient invisibles depuis son point de vue habituel. Une telle perspective transforme radicalement les relations. Quand vous réalisez votre existence dans plusieurs dimensions de conscience, vous commencez à percevoir la même nature multidimensionnelle chez les autres, même ceux qui semblent particulièrement difficiles dans votre vie. Certes, ils présentent des schémas de personnalité et des réactions comportementales complexes. Cependant, d'autres aspects de leur être agissent simultanément, des aspects qui peuvent devenir plus accessibles si vous apprenez à les reconnaître et à interagir avec eux. Cela ne signifie pas ignorer les comportements problématiques ou renoncer à des limites saines. Cela signifie reconnaître que la personne avec laquelle nous traitons dans la réalité ordinaire n'est qu'une manifestation d'un être multidimensionnel plus complexe, tout comme nous-mêmes. Parfois, interagir avec l'essence plus profonde d'une personne peut changer toute la dynamique d'une relation d'une manière que les schémas de personnalité superficielle n'auraient jamais pu faire. Le travail créatif prend une signification particulière de ce point de vue. Au lieu de considérer la créativité comme quelque chose qui s'obtient uniquement par l'effort et la technique, elle devient une forme de collaboration multidimensionnelle. Votre « moi » quotidien, avec toutes ses compétences, ses connaissances et sa capacité à fonctionner dans la réalité tridimensionnelle, sert de canal pour l'inspiration et les intuitions provenant des aspects élargis de la conscience. De nombreux artistes et innovateurs décrivent cette expérience sans nécessairement utiliser un langage multidimensionnel. Ils parlent d'idées qui semblent venir de l'extérieur.
Des solutions qui apparaissent entièrement formées. Des percées créatives qui ressemblent plus à des découvertes qu'à des inventions. Lorsque vous comprenez la conscience comme multidimensionnelle, ces expériences prennent tout leur sens. Vous ne canalisez pas une source externe. Vous accédez à des aspects de votre propre conscience élargie. L'équilibre entre réceptivité et activité devient ici crucial. Vous apprenez à recevoir des conseils et de l'inspiration de ces aspects élargis, tout en maintenant votre ancrage dans la réalité quotidienne. Il s'agit d'assumer sa responsabilité personnelle et sa perspicacité. Il ne s'agit pas de renoncer à la pensée critique ou à la volonté individuelle, mais de reconnaître que celles-ci opèrent le plus efficacement lorsqu'elles sont éclairées par l'éventail complet de sa conscience. On a observé des cas où des individus tombaient dans plusieurs pièges durant ce processus d'intégration. Certains se laissent tellement emporter par les états élargis qu'ils perdent tout intérêt pour l'efficacité pratique au quotidien. D'autres utilisent des concepts spirituels pour fuir la responsabilité de leurs choix et de leurs circonstances. La clé réside dans le développement de ce que l'on pourrait appeler la littératie dimensionnelle. La capacité à reconnaître quel niveau de conscience est le plus approprié pour diverses situations. Lorsqu'une personne vérifie son chéquier, elle a besoin d'une attention analytique concentrée. Pour déterminer si l'on peut faire confiance à quelqu'un, elle peut avoir besoin d'accéder à des aspects plus intuitifs de la conscience. Et pour prendre des décisions de vie importantes, elle requiert l'apport de tout l'éventail de sa conscience. Apprendre à basculer consciemment entre ces différents modes de conscience est une compétence pratique qui s'améliore avec l'expérience. Une telle compréhension transforme l'approche de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Au lieu de voir le développement comme une simple accumulation de nouvelles informations ou compétences, on commence à le reconnaître comme un processus de remémoration et d'intégration d'aspects de soi qui ont toujours été présents, mais pas toujours accessibles. Cette mémoire ancienne, que nous avons explorée précédemment, n'est pas séparée de son apprentissage actuel. Elle fait partie d'une vaste intelligence à laquelle on apprend progressivement à accéder. Vivre en tant qu'être multidimensionnel apporte à la fois une profonde humilité et une confiance sereine. L'humilité, parce qu'on réalise l'immensité de ce qui reste inconnu et la perspective limitée de sa conscience quotidienne. La confiance s'affermit à mesure que l'individu saisit une sagesse plus profonde, fonctionnant au-delà des capacités mentales ordinaires. L'intégration de la conscience multidimensionnelle ne signifie pas une fuite de la réalité quotidienne. Au contraire, elle implique d'apporter tout l'éventail de sa conscience dans l'expérience magnifique, complexe et multiforme de l'être humain. La dernière section examinera ce que cela signifie pour l'avenir de la conscience humaine et le rôle de l'individu dans cette histoire en cours. Un chemin significatif a été parcouru ensemble à travers ces dimensions de la conscience. De la mécanique quantique, nous montrant la nature malléable de la réalité, aux souvenirs anciens qui semblent plus vieux que nos corps physiques, jusqu'aux manières pratiques d'exister en tant qu'être multidimensionnel. Chaque perspective explorée, qu'il s'agisse des avancées de la physique ou des intuitions mystiques intemporelles, pointe invariablement vers quelque chose qui, en fin de compte, transcende toute structure conceptuelle que nous pourrions construire autour d'elle. Il est remarquable de noter que plus on explore la conscience, quelle que soit la lentille utilisée, plus on découvre clairement qu'on ne la trouve pas réellement là-bas, dans des dimensions supérieures. Au lieu de cela, on réalise que la conscience pourrait être la capacité la plus fondamentale qui permet aux dimensions d'exister en premier lieu. C'est comme si l'on cherchait pendant des années l'écran sur lequel les films sont projetés, pour finalement comprendre qu'on le regardait depuis le début. Il est utile de méditer un instant sur ce paradoxe. Lorsque les physiciens approfondissent l'étude de la réalité, que découvrent-ils constamment? Que l'observateur joue un rôle fondamental dans la détermination de ce qui est observé. Lorsque les mystiques explorent les profondeurs de la méditation, que révèlent-ils? Que le chercheur et le cherché sont la même conscience. Lorsque les neuroscientifiques étudient le cerveau, qu'est-ce qui reste mystérieusement insaisissable? L'expérience même de la conscience, ce fait irréductible de la conscience qui rend toutes leurs observations et l'existence même possible. Une telle compréhension transforme radicalement toute la question de l'identité. Au lieu de se demander « qui suis-je dans toutes ces dimensions ?», on commence à demander « quelle est la nature de cette conscience qui est capable de poser des questions ?» C'est la distinction fondamentale entre tenter de se trouver à l'intérieur de l'existence et se reconnaître comme la capacité même d'expérimenter l'existence. Les traditions anciennes l'appelaient le « fondement sans fond ». Cette conscience est si fondamentale qu'elle ne dépend d'aucune structure particulière pour son existence. Elle n'est ni la première dimension, ni la 11e, ni les dimensions infinies. C'est ce qui permet au concept même de dimension d'avoir un sens. C'est comme essayer de définir la couleur de l'espace qui contient toutes les couleurs, ou la forme du vide qui permet à toutes les formes d'apparaître. Cette reconnaissance entraîne désormais de profondes conséquences, une liberté radicale et une responsabilité profonde. La liberté,
Parce qu'on ne cherche plus à réparer, guérir ou compléter un aspect limité de soi. La conscience qui perçoit ces mots en ce moment n'est pas brisée, ne manque de rien, n'attend pas d'évoluer vers quelque chose de meilleur. Elle est déjà la vérité la plus profonde, quelles que soient les dimensions à travers lesquelles elle peut être expérimentée. Mais avec cette liberté vient aussi la responsabilité. Si cette conscience illimitée s'exprime à travers la forme de vie spécifique d'une personne, alors la manière dont cette expression se déploie a une signification profonde. Non pas parce qu'il faut atteindre un objectif spirituel, mais parce que ce moment, avec toutes ses limitations et possibilités apparentes, est la façon dont la conscience infinie choisit de se connaître ici et maintenant. Un paradoxe étonnant surgit. Toutes nos quêtes d'un « soi » supérieur dans des dimensions élargies peuvent finalement révéler qu'il n'y avait rien à chercher. La conscience qui a manifesté un intérêt pour la 11e dimension. La conscience qui a résonné avec les souvenirs anciens. L'être qui a appris à naviguer dans l'existence multidimensionnelle. C'était toujours précisément ce qu'il cherchait. Cette compréhension transforme radicalement notre perception de la mort. Non pas parce que la conscience continue d'exister dans une autre dimension, bien que cette possibilité soit admise, mais parce que nous réalisons qu'elle n'a jamais été réellement limitée par aucune dimension en premier lieu. Ce qui n'est jamais né ne peut mourir. Ce qui n'a jamais été fragmenté n'a pas besoin de guérison. Ce qui n'a jamais été perdu n'a pas besoin d'être cherché. Cette reconnaissance se retrouve dans toutes les traditions de sagesse, exprimées dans leur langage unique, mais pointant invariablement vers le même mystère fondamental. Le « je suis ce que je suis » védantique. L'arcane essence bouddhiste de la nature primordiale. La compréhension chrétienne mystique d'être dans le monde, mais pas du monde. La connaissance indigène que l'on est à la fois le rêveur et le rêve lui-même. Cependant, ce qui rend cette compréhension pratique plutôt que simplement philosophique est ceci. On n'a pas à choisir entre être cette conscience infinie et s'engager pleinement dans l'existence multidimensionnelle. En fait, plus cette reconnaissance est profonde, plus on peut jouer librement dans toutes les dimensions de l'expérience. On est capable d'explorer les souvenirs de vies antérieures sans, pour autant, les laisser définir son essence actuelle. On peut développer des capacités psychiques sans en faire le fondement de son identité. Il est possible de vivre des états mystiques profonds, mais sans s'y attacher. C'est comme la position d'un acteur si sûr de sa véritable identité qu'il peut s'immerger totalement dans n'importe quel rôle qu'il joue. Plus l'individu se connaît comme cette conscience fondamentale, plus il pourra vivre pleinement l'expérience d'être humain, d'être multidimensionnel, d'être ce que chaque moment présent appelle. C'est pourquoi certaines des personnes les plus éveillées donnent l'impression d'être étonnamment ordinaires. Elles ne cherchent pas à paraître spirituelles, multidimensionnelles ou illuminées. Elles permettent simplement à cette conscience illimitée de se manifester naturellement à travers les circonstances uniques de leur vie. Elles sont à la fois le témoin éternel et la personnalité en évolution, la conscience immuable et ses manifestations dynamiques et en constante mutation. Ainsi, en concluant cette profonde exploration, il convient de se demander ceci. Et si la 11e dimension, comme toutes les autres, n'était qu'un terrain de jeu supplémentaire pour la conscience que l'on est fondamentalement? Et si chaque dimension, chaque expérience, chaque moment de recherche et de découverte n'était rien d'autre que la conscience elle-même jouant avec elle-même, explorant sa propre nature infinie à travers des formes apparemment limitées? L'invitation n'est pas de transcender son humanité, mais de reconnaître ce qui n'a jamais été lié par elle. Elle n'appelle pas à éviter les dimensions, mais à danser librement à travers toutes. Le but n'est pas de devenir quelque chose de plus grand, mais de réaliser la grandeur qui a perçu ces mots tout au long de ce temps. On est invité à demeurer dans cette reconnaissance, en participant pleinement au magnifique jeu de l'existence. Vivre comme la conscience infinie et ses manifestations temporaires. Être simultanément le témoin éternel et l'histoire en évolution. C'est là sa véritable nature, existant au-delà de toutes les dimensions. Elle n'est située nulle part, n'est limitée par rien, mais est elle-même la capacité d'expérimenter tout.